Bonjour à tous, bienvenue sur Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour parler de la nouvelle série sur Amazon Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir. Kerr nous en fait la présentation et on enchaîne direct avec notre avis des épisodes 1 et 2. Salut Kerr. Bonjour à tous, oui, on va enfin pouvoir parler de cette première série Le Seigneur des Anneaux et de ses premiers épisodes de The Rings of Power. On les a tellement attendus. Alors, je recontextualise un peu. Les deux créateurs de la série sont J.D. Payne, Patrick McKay, mais peu importe puisque ce sont dans le jargon ce qu'on pourrait qualifier de no-name. Ils ont un CV quasi vierge. Et ils ont de grosses responsabilités. On rappelle, c'est la série la plus chère de l'histoire. 1 milliard mis sur la table par Amazon. Alors, globalement, ça correspond à peu près... il faut prendre les choses avec des pincettes parce que, bien évidemment, c'est l'achat des droits, puis aussi des investissements pour les saisons suivantes. Un peu plus de 400 millions pour la première saison. Et là encore, il y a des investissements pour les saisons suivantes. Donc, il faut faire un petit peu attention au budget. Au niveau du casting, choix d'Amazon de ne pas prendre des acteurs célèbres. Les seuls qu'on pouvait citer, à la limite, c'est Robert Aramayo qui jouait Ned Stark jeune dans GOT, ou Nazarine Boniadi qui jouait dans Homeland et qui joue Bromwyn dans la série. Il y a également une actrice qu'on avait vue dans Spartacus, mais voilà, il y a un choix qui est fait de ne pas prendre des pointures. Par contre, au niveau de la réalisation, c'est le dernier point que je vais faire sur la présentation, ils ont choisi J.A. Bayona. Alors J.A. Bayona, que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé Fallen Kingdom, Jurassic World, mais qui s'était fait connaître pour L'Orphelinat et pour un film que j'aime énormément, qui est Quelques minutes après minuit. C'est un excellent réalisateur qui a une autre particularité. Il a fait les 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux. Il a fait aussi les 2 premiers épisodes d'une série excellente qui s'appelle Penny Dreadful, et c'était en 2014. Voilà pour la présentation. The Rings of Power, c'est d'après Amazon le plus gros démarrage de l'histoire de la plateforme, avec plus de 25 millions de téléspectateurs le jour J. Bravo. C'est aussi une série sur laquelle il va être bien difficile de parler et d'avoir un avis nuancé quand on voit un petit peu la manière dont les réseaux sociaux accueillent les critiques négatives. Les fans écoutent pas trop quand on n'est pas trop d'accord avec eux. Et il y a aussi d'un autre côté un bashing très fort, notamment pour des raisons nauséabondes. Mais ça, c'est pas notre délire. Donc nous, on va foncer dans les épisodes. Et on va vous dire tout de suite ce que l'on a pensé de l'épisode 1 et 2, pas de toute la série. C'est parti mon cher Greg, qu'as-tu pensé des 2 premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir ? J'en ai pensé que c'est une série qui est pas comme les autres. Pourquoi ? Parce que Le Seigneur des Anneaux, on a pour beaucoup, en tout cas j'imagine pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a un attachement particulier. D'abord parce que c'est Le Seigneur des Anneaux, la trilogie est incroyable, chef-d'œuvre du cinéma, je pense qu'il y a aucun débat. C'est les scènes les plus épiques, dans les scènes les plus épiques qu'on puisse avoir vues dans sa vie au cinéma. C'est un attachement aux livres, qui sont dans mes livres préférés, qui ont été élus sur plusieurs reviews, livres du millénaire pour les 3 livres principaux. Évidemment, il y a Le Hobbit, donc le livre qui est chouette mais qui est plutôt pour les enfants, et surtout il y a la trilogie du Hobbit qui elle est vraiment en dessous. Mais ça n'empêche qu'on a un attachement avec cette licence, en tout cas je parle de Karen et moi, qui est particulier. C'est pour ceux qui aiment bien l'heroic fantasy, c'est le Graal de l'heroic fantasy. Il y a littéralement la quête du Graal, et après il y a le Seigneur des Anneaux. Donc en fait le truc c'est que ça crée un affect, un attachement qui fait que cette série qui est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui est évidemment très particulier. Et à ça, la série, en fait, déjà, ce qu'elle apporte, c'est des visuels qui sont magnifiques. Donc déjà, quand on rentre dans la série, on se dit ils sont arrivés avec un tel respect pour l'œuvre. Ils ont mis vraiment les moyens, le budget, le soin pour que, esthétiquement, on se sente dans les terres du milieu. Et ça, c'est un vrai succès. La série, si elle continue comme ça, à mon avis, sera dans les 5 séries les plus esthétiques qui ont jamais été produites. Par contre, le problème principal, je pense, c'est que je n'ai pas, moi, d'attachement particulier avec les personnages. J'ai envie de savoir où va Galadriel. Je trouve que Elrond
j'ai l'impression de voir un Elrond qui est très différent, trop différent peut-être des films, et du coup ça me perturbe. Le personnage est sympathique, mais il est encore une fois un peu différent, mais il est sympathique. La relation qu'il a avec, quand il arrive avec Khazad-dûm est chouette, mais sorti de ça, je n'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à m'intéresser au personnage. Alors certes, il y a l'homme Météorman, comme il l'appelle, où je suis en train de me demander qui c'est, quoi, comment, et on fera une petite partie théorie à la fin. Le truc, c'est que il y a des éléments comme ça qui m'intriguent, mais le rythme est trop lent. Il y a vraiment un énorme problème de rythme. Les problématiques, enfin, d'un côté, il y a des enjeux qui sont fous. C'est de savoir si oui ou non le mal sur Terre va débarquer et toutes les terres du milieu vont être en guerre. Mais je ne sens pas ce poids. Je ne sens pas ce poids de l'armée. J'ai l'impression que tout le monde essaye de faire comme si ça n'existe pas. Enfin, c'est littéralement le cas. Si on prend par exemple le roi des elfes. Mais le truc, c'est que d'une manière générale, on a l'impression qu'il y a une espèce de vraiment manque d'enjeu. Alors que la quête, c'est de savoir si oui ou non Sauron est là. C'est quand même énorme. Donc il y a un enjeu qui est colossal, mais la manière dont c'est traité, le rythme, le côté attachement, l'ardeur des personnages est vraiment trop mou. Et j'ai l'impression que cette série, alors on verra comment elle va se développer, puisqu'il n'y a que 2 épisodes et je n'ai qu'une envie, c'est de l'aimer. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle est prisonnière de son budget. En fait, elle a les avantages et les défauts d'avoir ce fameux plus gros budget de l'histoire, etc. Les avantages, les costumes sont magnifiques, tout est incroyable visuellement, mais par contre, comme ils ont très peur de faire d'être en échec, du coup, ils ne prennent pas de risques. Il n'y a pas de personnage clivant, il n'y a pas de personnage qui va être très différent des autres pour être un peu charismatique. Ils tentent trop peu, et du coup, quand on nous en donne trop peu à avoir, ça fait qu'on est à la galerie d'art, quoi. On voit une succession on voit une très belle exposition sur Le Seigneur des Anneaux, son œuvre, et c'est dommage. Et après, il y a un deuxième problème qui est les droits. Quels sont les droits que la série, que Amazon a récupérés? Les droits sont des droits qui sont très spécifiques. Ils n'ont pas les droits sur l'intégralité des œuvres de Tolkien. Ils ont les droits sur quoi? Sur les appendices du Seigneur des Anneaux. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils ne peuvent pas traiter du Silmarillion. C'est-à-dire que là, la partie de l'histoire qui est en train d'être traitée dans Le Seigneur des Anneaux, est une partie dans les Anneaux de pouvoir, est une partie qui n'est pas dont ils n'ont pas les droits. Donc on est en train de voir une réalité alternative au Seigneur des Anneaux. C'est un défaut de naissance qu'ils ne pourront jamais corriger. Donc il y a des personnages qui sont fusionnés, il y a des personnages qui ne peuvent pas exister. Donc en gros, il y a ce vrai problème. Et du coup, ça donne des choses qui sont très compliquées. J'écoutais, je suis pas le plus grand spécialiste, je suis pas un grand spécialiste de Tolkien tout court. J'écoutais des personnes qui sont vraiment considérées, il y a une dizaine de personnes qui sont considérées comme vraiment des spécialistes de l'œuvre de Tolkien. Alors vous allez me dire pourquoi 10 spécialistes au monde? En fait, c'est parce que donc déjà il y a Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Silmarillion. Il y a également d'autres œuvres et surtout il y a la correspondance que Tolkien a eue avec des fans, la correspondance qu'il a eue avec des proches, où il répond à des questions sur l'univers du Seigneur des Anneaux en disant j'ai fait évoluer mon avis, ça c'est comme ça. Il répond à des choses très très précises et il y a des informations dans cette correspondance qui ne sont pas dans les livres, où il révise certains avis qui sont dans les livres. Et du coup, les spécialistes de Tolkien sont des personnes qui, du coup, sont capables de dire, en fait, telle filiation de personnage, c'est la version sur laquelle on s'entend, c'est ça, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'explique tout ça? C'est parce qu'en fait, sur cette série des Anneaux de pouvoir, ils ont fait bosser dans les plus grands spécialistes de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais, et donc, il y a des clins d'œil, il y a certains moments où il y a des dialogues entre deux personnages qui sont visiblement des clins d'œil à la lettre 857 que Tolkien a écrit à un fan de réponse. Donc on est sur une connaissance qui est extrêmement fine de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais par contre, un fan de Tolkien, même assez expert, lui qui a lu, admettons, tout,
qui n'a peut-être qui peut-être n'a pas la connaissance de tous ces correspondances, ne verra peut-être pas ces clins d'œil, mais verra par contre de manière énorme les problèmes de distinction entre les livres et cette adaptation qui n'a pas le droit de tous les livres et de tous les personnages. Donc en fait, on est sur quelque chose de enfin vraiment une œuvre qui est très spéciale parce que elle est à la fois elle fait travailler des personnes très spécialisées dans l'œuvre de Tolkien, mais des personnes qui, dans le grand public, connaissent l'œuvre de Tolkien, ne peuvent que penser que ce sont des erreurs qu'ils voient à l'image. Et donc, j'ai envie de dire, tout ce que j'en retiens, moi, qui ne suis pas un grand spécialiste de Tolkien, qui suis juste quelqu'un qui aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, j'en retiens, moi, que je suis obligé de regarder en me disant, ok, c'est un univers parallèle, c'est Terre 857, Terre du Milieu 857, et du coup, je vais essayer d'être pris dans l'histoire. Et le problème, c'est que je ne suis pas particulièrement pris dans l'histoire. Certes, les costumes sont magnifiques, les personnages, les paysages sont magnifiques, mais je n'ai pas de bouts qui pour l'instant, me font m'attacher à l'histoire. J'espère que ce sera le cas sur la durée. On a regardé là, avec épisode 1 et épisode 2, déjà un quart de cette première saison. Et du coup, je ne peux qu'espérer que le reste de l'histoire puisse un peu m'envoûter plus. Mais il y a des choses, hein, les pieds velus, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est juste que je trouve qu'il y a un manque de rythme et il y a un manque de charisme. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, mon cher Kerr ? Pas facile de parler de The Rings of Power pour deux raisons. La première, je suis un immense, mais ça tu l'as dit, immense amoureux des films. Immense amoureux du Seigneur des Anneaux, le livre. J'ai pas lu le Silmarillion, mais par contre j'ai dévoré le Hobbit plusieurs fois. Enfin, bon, voilà, je suis comme toi pas le plus grand expert de Tolkien de l'univers. Et voilà. Mais cette série, je l'attendais avec énormément d'impatience parce que, un, ça touche un univers que j'aime particulièrement. Deux, on nous l'a survendu avec ce budget pharaonique, avec cette ambition qui est évidente, avec aussi cette promo qui a fait tant parler et qui a malheureusement aussi fait naître une certaine tension entre pro et anti The Rings of Power avant même que la série ne soit diffusée, ce qui n'a aucun sens. Je me suis lancé dans ces deux premiers épisodes avec vraiment un plaisir, en me disant quelle chance on a de tomber sur cette série et de pouvoir la déguster en cette rentrée 2022. Et je dois reconnaître, alors premier point, j'ai jamais vu une série télé afficher avec autant de véhémence l'argent qu'elle a pour nous en mettre plein la vue. Et c'est pas une critique, c'est une constatation. On a Marvel qui va te sortir des chiffres faramineux sur le budget de ses épisodes pour rien en faire. Et on se rend compte qu'en creusant un petit peu, le budget en fait était beaucoup moindre. Là, on la sent, cette somme pharaonique mise par Amazon sur la série. C'est extrêmement beau. Extrêmement beau, les effets spéciaux sont très réussis, les décors, la vue sur Khazad Dûm, sur les cités elfiques, sur la région des pieds velus, même la région des humains, je trouve, en plus ils travaillent bien, ils travaillent pas que le relief et puis la nature et puis la couleur, ils travaillent aussi le climat. On est chez les humains, on est dans un climat où on voit que le ciel est beaucoup plus gris et tout ça est très bien travaillé. Chaque zone a son identité, c'est très beau. Les détails sur les costumes sont bluffants. Je trouve que l'armure, par exemple, de celui dont je ne retiens jamais le nom, c'est Arrondir, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Arrondir. Les détails sur son armure m'ont scié vraiment à plusieurs reprises. Je me suis dit, wow, mais c'est impressionnant. Et puis le Seigneur des Anneaux, c'est un univers féerique où on rentre.
après une scène d'intro avec Galadriel qui nous explique la disparition de l'anneau, le fait que Gollum le récupère, etc. On arrive dans la comté. Là, c'est un petit peu la même chose avec cette scène que j'ai trouvée absolument magique, d'apparition des pieds velus avec le village qui apparaît nulle part alors que les deux personnages étranges, énigmatiques, venaient de traverser ce même village sans même se rendre compte qu'il était là. Voilà, c'est très beau. Le casting est bon. Là, je fais les points positifs. Le casting est bon globalement. Je trouve que l'actrice qui joue Galadriel a beaucoup de charisme. J'aime beaucoup Bronwyn, mais c'est, je pense, en toute honnêteté intellectuelle, aussi le fait que j'aime énormément l'actrice. Voilà. Je trouve que Nori est très bien. Je trouve que, mais à côté de ça, il y a des acteurs qui, pour l'instant, j'ai un peu de mal à adhérer à certains personnages. Par exemple, Arrondir, on sent un personnage qui a un vrai potentiel, qui peut au fil de la saison être bien, mais qui, pour l'instant, ne m'a pas pleinement convaincu, même si j'ai aimé ce côté elfique, droit dans ses bottes, qui a une mission. Enfin, il y a aussi du bon dans ce personnage-là. Et moi, celui qui, je trouve, s'en sort le mieux, c'est Elrond. J'ai trouvé Elrond dans l'épisode 2 vraiment excellent. Et j'ai été agréablement étonné. Mais il y a aussi un côté spectaculaire, je voulais le dire. On a des scènes d'action qui sont bluffantes, on a des plans qui sont très réussis. Je pense à la montagne de casques des elfes, ce plan est ouf. Il y a la bataille contre le ver des mers qui est très réussi aussi. Autre point positif, indéniablement, la musique. La musique qui est totalement dans l'ambiance de ce qu'avait fait Howard Shore sur Le Seigneur des Anneaux. Ça n'est plus lui. Lui n'a fait que le générique, mais on est vraiment dans une musique qui est, d'ailleurs que j'écoute depuis la diffusion des 2 premiers épisodes, qui est une musique qui est vraiment très fidèle à ce qu'avait proposé la trilogie. Mais dans le négatif, il y a un élément qui m'embête, je vais reprendre les points, je trouve ça trop beau. Je trouve qu'il y a cet étalage d'argent pour faire absolument montrer que c'est absolument magnifique, absolument maîtrisé, que tout est absolument parfait. Ça nuit à la série. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un peu de crasse, un peu des personnages un peu plus torturés. Et surtout, j'aurais aimé que dans le récit, on n'ait pas ce sentiment, après 2 épisodes, qu'on est sur l'autoroute de la Terre du Milieu. Ce sentiment qu'il y a un chemin tracé, que la série ne va pas prendre des raccourcis, ne va pas prendre d'autres chemins peut-être où on va se saloper les bottes. Et ça m'embête parce que globalement, il y a un élément qui m'a étonné en visionnant cette série que j'attendais avec énormément d'impatience. C'est que, honnêtement, assez vite, j'ai eu des passages où je me suis ennuyé, des passages où j'ai regardé ma montre. Alors, je l'ai dit sur Twitter et beaucoup de gens m'ont dit, Popcorn notamment, mais qui lui a nuancé ses propos, ce que beaucoup de gens n'ont pas su faire, ont plutôt préféré répondre avec à coups de hache, ce qui n'est pas du tout le cas de Popcorn, que je salue très amicalement. On est au début de la série, soit. Et d'autres m'ont dit, il faut le temps que la série se mette en place, soit. Il y a des personnes qui m'ont expliqué qu'on est à l'heure de TikTok et que tout doit aller très vite et tout, parce que c'est vrai, moi, je suis un formatage et un produit TikTok, c'est évident. Et en fait, cet argument-là, je ne l'entends pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce qu'avant les séries plateformes, chaque pilote de série devait convaincre tout de suite. Ça devait convaincre dans les projections tests, et si ça convainquait dans les projections tests, ça devait convaincre le grand public et faire des audiences immédiatement, sinon la série était annulée. Donc un pilote se devait de ne pas ennuyer un téléspectateur. Comme je disais dans un tweet, dans les studios, on disait qu'un bon pilote, c'était un pilote où le téléspectateur ne regardait pas sa montre. Et là, un bon pilote, c'était un pilote mort, on disait à l'époque. Moi, j'ai regardé ma montre. Je vous expliquerai pourquoi après. On me dit, oui, les gens... Alors, il y a aussi cette constante
comparaison avec GOT qui pour moi n'a aucun sens. Mais les gens disent oui, GOT, au début on s'ennuyait. Moi j'ai absolument pas souvenir. J'ai vu le pilote de GOT juste après sa diffusion américaine à l'époque. Les premiers retours sur le pilote de GOT, c'était juste qu'on était très étonnés parce qu'on avait vu par ses frères et sœurs qui sont ensemble, par ce personnage qui tombe d'une tour, par la scène d'intro avec les marcheurs blancs, par ces personnages qui sont imparfaits, Tyrion, Jon. Il y avait vraiment quelque chose dès le début. On nous dit que les séries doivent prendre leur temps pour avoir une bonne intrigue. Je suis pas d'accord. The Boys, ça commence, boum, 5 minutes, on est déjà sur le cul, et la série ne perd pas en intensité. Et il y a énormément d'autres séries qui, dès le pilote, ont su me happer. Et je pense que, alors c'est pas une série qui, moi, pour le coup, m'a happé, mais c'est une série qui a vu son succès pour son pilote. C'est bien évidemment, au moment où je veux le dire, j'ai oublié son nom. This Is Us, voilà. This Is Us, le pilote, série qui n'était pas du tout attendue aux États-Unis. Le pilote a été diffusé, ça a scié les pattes de tout le monde et la série est devenue une des séries les plus visionnées aux États-Unis. La même chose pour The Walking Dead, qui avait un pilote qui a énormément fait parler du fait que Rick tue une petite fille zombie, et la série a décollé tout de suite. Là, sur ce pilote du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas ce truc qui fait que moi, je suis complètement dedans, je suis happé par l'histoire. Non, il y a... Et en fait, c'est parce que je trouve ça un peu trop lisse, pas assez magique pour l'instant, pas assez féerique. Et pourtant, il y a matière à, puisque les personnages, par exemple, je pense que Nori sera un excellent personnage. Je pense qu'Elrond et Durin, on va passer de très bons moments avec eux. Galadriel est un personnage que je trouve extrêmement réussi. Alors je vois qu'il y a des gens qui soulèvent leurs épées en disant ah, n'importe quoi, elle tue un troll, c'est ridicule, une elfe qui tue un troll. Bon, c'est vrai que Legolas c'est avec un arc, et puis c'est Godas, il n'a pas abattu un Oliphant dans Le Retour du Roi, hein, mais bon, on découvre tout ça. Bref, mais je sais pas, il manque un truc, j'ai un peu de mal à expliquer. Pourquoi est-ce que je suis pas autant dedans que je le voudrais? Je cherche absolument pas à avoir une série. Sur Twitter, j'ai utilisé un terme que peut-être les gens n'ont pas compris, qui était, je disais que je voulais être un peu secoué, choqué. Par choqué, j'entends pas forcément décapiter le héros de la série à la fin de la première saison. Par choqué, moi, la communauté de l'anneau m'a choqué, pas dans le sens hardcore, vas-y que je t'étripe, mais plus parce qu'elle me propose des éléments que je ne voyais pas venir, comme par exemple la chute de Gandalf, la magnifique scène des hobbits qui pleurent à la sortie des mines de la Moria, par les répliques qui étaient marquantes. On n'a pas de répliques marquantes dans ce premier épisode. Il y a des répliques marquantes dans toute la trilogie de Jackson. Il y a des répliques marquantes dans les premiers épisodes de GOT et d'autres séries. Donc, moi, en fait, avec ce côté un peu lisse, un peu ligne droite, j'ai peur, après 2 épisodes, que la série prenne un chemin qu'on craignait qu'elle prenne, c'est-à-dire un chemin un peu comme La Roue du Temps, c'est-à-dire une série qui se veut vraiment maîtrisée, qui veut pas prendre trop de risques avec l'univers avec lequel elle travaille, parce que et encore, je ne peux pas l'accabler. Quand on voit les réactions qui ont pu être celles de l'accueil des trailers, des images, etc., ou juste des simples annonces, on peut comprendre que les créateurs veuillent un peu manœuvrer le public et les fans avec attention, mais moi, je veux un peu de crasse, un peu d'imperfection dans cette série pour m'attacher plus au personnage, pour pour qu'il y ait un affect dans cette série que, pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas.
Ceci étant dit, je la jette pas. Je suis pas en train de dire que je vais pas la continuer. Il y a des choses qui m'ont pour l'instant convaincu, mais il y a des petites révélations, tu vois, alors l'étranger, qui est-il? Bon, on en parlera après. Moi, les nains à la fin, alors je me plante peut-être, hein, mais j'ai l'impression que dans la boîte ils ont l'Arkenstone, donc du coup je me dis waouh, c'est cool, il y a un lien avec le Hobbit. Le fait qu'Elrond soit recruté par le forgeron, ça fait écho au fait qu'il donne l'arme par exemple à Aragorn à la fin du Retour du Roi. Enfin, il y a plein de trucs qui font que j'ai envie de continuer à regarder, rien que la relation Elrond-Durin, puis le fait que ce soit une série Le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, pour moi, il y a vraiment de très bonnes choses, mais pour l'instant, ça m'emballe pas plus que ça. Et une série, quand je dis un peu crasse, un peu imparfaite, etc., qui, moi, m'avait su me séduire tout de suite et qui était sur Amazon Prime, c'est Carnival Row. Carnival Row, je suis entré dedans dès le premier épisode. Alors la série n'a pas du tout les mêmes moyens, elle est très imparfaite aussi, alors que là, vraiment, The Rings of Power veut nous mettre claque sur claque, mais cette imperfection fait que voilà, il y a cet attachement à la série. Et puis, j'ai aussi le sentiment que finalement, sur chaque embranchement scénaristique qu'on a actuellement, c'est un peu évident ce qui va se passer. On a Galadriel qui va traquer Sauron, on a Durin et Elrond qui vont faire cette tour, on a les humains qui vont essayer de fuir l'arrivée des orques. On a l'étranger avec les hobbits. Voilà, enfin, il y a des séries où, au bout de 2 épisodes, tu es dans un flou complet, tu n'as qu'une envie, c'est voir l'épisode 3 pour découvrir les choses. Là, c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins le cas. Alors, est-ce que j'en attendais trop du Seigneur des Anneaux parce que le Seigneur des Anneaux? Est-ce que je suis trop impatient? J'ai envie de vous dire, je pense pas du tout, parce que les séries qui me plaisent généralement le plus sont celles qui sont les plus lentes. Et là, par exemple, je viens de finir Invasion d'Apple TV, que j'ai globalement adoré et qui est une série particulièrement étrange et particulièrement lente sur une invasion extraterrestre. Donc non, je sais pas, c'est trop propre. Trop propre, trop je veux bien faire les choses, je veux pas me salir les mains. Bon, on verra ce que ça va donner par la suite. Mais les qualités que j'ai évoquées avant, que tu as évoquées avant, mon cher Greg, sont évidentes. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme le générique. Alors oui, le générique, une personne très désagréable sur Twitter m'a expliqué son sens. Je ne doute pas une seule seconde qu'Howard Shore et les créateurs de la série ont fait de ce générique quelque chose de sensé, parce que ce qui est indéniable, c'est que ce sont des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Mais c'est pas une musique, et pourtant j'ai écouté une bonne vingtaine de fois depuis, c'est pas une musique qui m'a transcendé, c'est pas un générique qui m'a marqué. Donc voilà, par exemple, la première fois que j'ai vu le générique de Westworld, je me suis dit, oh, là, le générique de The Rings of Power, sachant en plus que la musique était composée par Howard Shore, j'attendais à prendre un coup de boule. Au final, ça m'a à peine chatouillé la joue, quoi. Donc voilà, pour mon avis sur ces 2 premiers épisodes, j'ai quand même hâte de voir le 3e, et j'espère surtout que la série va avoir la force de complètement nous contredire. Tu veux réagir sur ces éléments, mon cher Greg? Est-ce que tu veux qu'on passe sur quelques éléments, par exemple, de théorie tout de suite ou... Moi, globalement, c'est pour dire que je suis d'accord avec toi. Enfin, vous l'avez compris. En tout cas, s'il y a un élément à retenir, c'est que je pense que Eker et moi, on a envie d'aimer cette série. Elle nous donne énormément de beauté. J'espère juste qu'elle va nous donner un peu plus. Tu vois, il y a quand même des trucs moi, qui me marquent, parlons-en. Il y a, comme au début du Seigneur des Anneaux, il y a une grande scène épique avec le plus grand combat entre le frère de Galadriel et les orques. On a en plus une scène où on voit dans l'ombre Morgoth, tu vois, apparaître dans les nuages. Il y a des éléments qui sont incroyables. C'est censé être les batailles des âges. Est-ce que là, on a vu les moments les plus épiques du monde? Je suis pas sûr. Il y a Galadriel qui est en mer, qui revient en mer. Et là, il y a une espèce de le ver, donc celui qu'ils appellent le worm, le ver,
qui est une espèce de dragon d'eau, qui les attaque. Cette scène dans des proportions qui sont quand même énormes. Et le truc, c'est que au final, malgré ça, malgré ces proportions énormes, on a quelque chose qui est pas vraiment épique. Moi, je trouve que la scène est très très belle. En fait, après, quand ils sont dans l'eau et que tu sais, Galadriel est en train de tomber et que l'autre est en train de la récupérer. Mais les scènes qui devraient être épiques sur le papier, le dragon d'eau, la bataille incroyable des elfes, moi je trouve que c'est une succession, c'est un slideshow d'énormément de tableaux. Mais la série ne sait pas avoir du rythme, la série ne sait pas faire de l'action. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Par exemple, la scène d'action avec le troll. La scène d'action avec le troll, j'ai trouvé très réussie. À moi, il y a une scène que j'ai trouvé. Bon, le ver de mer, je te trouve peut-être un peu dur là-dessus. Par contre, moi, la scène qui m'a plus impressionné et qui correspond davantage à ce que sait faire J.A. Bayona, qui est quand même quelqu'un qui aime beaucoup l'horreur, le faire flipper, etc. C'est pour ça d'ailleurs que son Fallen Kingdom, son Jurassic World, prend un tournant un peu film d'horreur avec l'Indoraptor. Mais la scène où on a Théo et Bromwyn qui sont attaqués chez eux par l'orque, elle est très réussie, je trouve. Et la conclusion avec la tête décapitée posée sur le bar donne énormément de charisme au personnage de Bronwyn. Il y a toute cette intrigue déjà avec l'épée. Alors j'ai envie de dire des Nazgûl, les puristes vont vouloir me tuer, mais voilà ce que tu as dans ce que tu montes actuellement. Mais voilà, l'épée de Morgoth, ou j'en sais rien, en tout cas qui vient du Mordor, ou peut-être d'ailleurs, enfin en tout cas l'épée du mal. J'ai pas envie de me faire taper dessus par les puristes, parce que les puristes m'ont assez tapé dessus là. J'ai envie d'un peu de repos. Mais il y a plein d'intrigues. Moi, il y a quand même des choses. Est-ce que toi, question, tiens, puisqu'on n'en a pas parlé de ça avant de faire la vidéo, les nains qui ouvrent le coffre à l'intérieur, pour toi, c'est l'Arkenstone ou pas du tout? Alors, c'était pour moi l'Arkenstone. J'ai regardé pas mal de choses, je fais des petites recherches. Donc là, on est parti dans la partie théorie, hein, si vous ne l'avez pas compris. Et en fait, j'ai l'impression que le consensus, pareil, des experts, ce serait le mithril. Et c'est pour ça qu'ils disent que c'est ce qui va tout changer. C'est parce que du coup, si les nains ont trouvé un métal qui est indestructible par rapport aux autres métaux, ça change effectivement énormément le rapport des forces dans les terres des milieux. Et si je ne me trompe pas, le mithril est aussi l'air du mithril est aussi l'air où en fait l'opulence nain est extrême, et du coup c'est pour ça que si tu te souviens dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont juste à dire Balon, c'est genre ami, et tu rentres directement chez les nains. En fait, comme on est avant, c'est pour ça que les portes sont fermées, etc. Ce serait des clins d'œil. Donc effectivement, et comme toi, quand j'ai regardé, j'ai pensé que c'était l'Arkenstone, mais le mithril semble avoir plus de sens. Alors, haute théorie, alors là, j'ai envie de vous dire, si c'est pas ça, les indices étaient un peu trop gros et on s'est fait avoir comme des bleus. L'étranger qui tombe de sa comète. Moi, je veux pas vous spoiler, mais à mon avis, son nom commence par Gand et finit par Dalf. Pourquoi ? Alors, il est vieux et grisonnant. Ian McKellen a dit qu'au moment où ça se déroulait, donc c'est-à-dire 7000 ans avant Le Seigneur des Anneaux, Gandalf n'était pas si vieux que ça. Donc, ok. Il y a plein de petits indices dans les scènes où on voit cet étranger qui m'ont très clairement fait penser à Gandalf, outre son look. Il est traîné dans une carriole, ce qui, moi, j'y ai vu une référence au début de la Communauté de l'Anneau où Gandalf arrive avec une carriole à la rencontre de Frodon. Il est découvert par des petits êtres, lui qui a un attachement si particulier avec les hobbits. Il est émerveillé par les lucioles, ce qui, moi, m'a fait penser à sa passion pour les feux d'artifice. D'ailleurs, il y a un feu d'artifice, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou peut-être 1 encore, mais en tout cas qui moi m'a fait penser aussi à Gandalf. Et puis il y a aussi un truc tout bête, c'est que Bella dit le mot Nori dit le mot ami, que Gandalf va reprendre dans la Communauté de l'Anneau quand il essaye d'ouvrir les portes de la mine de la Moria et qui dit dites le mot ami et entrez, et là il dit Bella.
Donc, moi j'ai vu plein de petits indices dans ces scènes-là. Et puis un autre surtout, c'est quand il s'énerve, il prend le dessus sur les personnages, la manière dont c'est filmé, il prend le dessus avec tout change autour de lui, le décor, il y a une espèce de brume. Enfin, ça m'a énormément fait penser aussi au moment où Gandalf s'énerve un petit peu dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit. Et où il demande par exemple le calme quand les communautés s'entretuent ou s'engueulent. Et je crois que c'est aussi dans le Conseil des Londres, si je dis pas de bêtises, enfin peu importe. Et ça m'a fait beaucoup penser à Gandalf. Donc, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Ça, on verra. En tout cas, il y a quand même beaucoup de petits indices qui font ça. Est-ce que toi aussi, tu penses que c'est Gandalf ou pas du tout? Bah, moi, effectivement, je pense que c'est Gandalf, pour faire simple. Pour moi, quand je regardais, je me suis dit soit c'est Gandalf, soit c'est Sauron. Et ma théorie, c'est que Sauron, c'est quelqu'un d'autre. Donc, du coup, effectivement, j'hésite entre deux personnes pour Sauron. Donc, effectivement, le plus logique, c'est que ce soit Gandalf. Après, il ne faut pas oublier que vu le moment où ça se passe, je crois qu'il est aussi possible que ce soit un des mages bleus. Tu sais, ces mages qui sont évoqués et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on sait juste qu'ils sont partis dans le sud, si je ne me trompe pas. Et ça pourrait être aussi un des autres mages, et la série essaierait comme ça de nous inventer ou de nous dire qu'est-ce qu'auraient fait les mages bleus, puisque je crois, qu'encore une fois, ça c'est des trucs vraiment de spécialistes, et je crois que les mages bleus en fait ont disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont eu, avant de disparaître, ont eu un gros impact sur les terres du milieu. Voilà. Donc peut-être un mage bleu, évidemment le plus logique pour une série qui veut en envoyer plein le steak et rassembler tous les fans. Gandalf est le choix le plus simple, même si du coup ils perdent énormément de trucs. Il y a le fait qu'il parle exactement de la même manière dont il parle à la mythe volante dans les deux tours. Il parle de la même manière aux Lucioles, et sauf que là ils nous font que les Lucioles meurent après, donc c'est toujours un peu des deux. Est-ce que, pour toi, qui c'est Sauron? Je te dis qui sont mes deux théories. Ouais, vas-y. Bah, mes deux théories, c'est assez simple. La première théorie, c'est Sauron serait l'enfant. Et c'est juste que, en gros, c'est vraiment une théorie. Pour moi, une des manières dont Sauron réussirait à se cacher de tous, ce serait même en se cachant de lui-même, c'est-à-dire qu'il mettrait du temps à se rappeler qui il est après ses grandes défaites. Et ce qui expliquerait pourquoi le sang de l'enfant réussit à faire grandir l'épée qui a l'air d'être l'épée de Sauron. Ça, c'est un premier truc. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus simpliste, c'est tout simplement... J'ai oublié son nom, Kerr. C'est le nom de la personne qui sauve Galadriel, puisque Sauron est censé être un manipulateur, de sauver Galadriel, d'arriver après dans ce qui a l'air... Halbrand. A l'air d'être les terres des hommes pour leur retourner le cerveau et ressemblerait bien à Sauron le manipulateur. Toi, tu penses que c'est qui ? J'ai pas d'avis pour l'instant. Je pense plutôt que tu vois le gamin là, Théo, il n'y a pas que Sauron qui est intéressant dans la série, et c'est aussi les anneaux, et on sait qu'il y a des rois hommes qui vont devenir plus tard les Nazgûl et qui auront chacun leur anneau. On sait que Galadriel aura son anneau, donc n'allons pas trop vite en besogne. Peut-être que ce petit Théo là sera un des futurs Nazgûl. Je ne sais pas pour l'instant sur son. J'ai envie de te dire, j'ai pas de théorie. Après, moi, je vais revenir sur Gandalf parce que Gandalf est un Istari. Je me permets de réagir, mon cher Kerr. En fait, je sais pas si tu le savais, mais en disant ça, mais une des théories les plus fréquentes sur Internet, c'est que donc le petit est le futur roi sorcier d'Angmar. Le sorcier d'Angmar. Ouais. Oui, ça serait, si c'était le Witch King, ça serait tout à fait plausible. Après, possible, je ne sais pas si ça serait plausible. Pour revenir sur ce que tu disais sur le personnage de Gandalf et des mages bleus, j'y crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que je pense vraiment
qu'un personnage qui va avoir autant d'importance, parce qu'on n'en doute pas une seule seconde, il est au cœur vraiment de l'intrigue sur les Pieds Velus et sur Nori, qui est un des personnages les plus importants de la série. Ils ne peuvent pas donner ce rôle-là à un Mage Bleu que personne ne connaît, alors que ils peuvent développer au même moment les Istari. Alors la question c'est, est-ce que ça va être Gandalf ou est-ce que ça va être Saruman? On sait que Saruman c'est le premier des Istari à être arrivé. Gandalf suivait aussi. Ça peut être Radagast, etc., etc. Mais moi, je pense que c'est Gandalf parce qu'il me semble, alors après j'ai peut-être des bêtises, mais à un moment donné, il a l'air de dire qu'il cherche les siens dans les étoiles. Et potentiellement, il est en train de dire que les autres sont également arrivés en Terre du Milieu. Il ne sait juste pas dans quel aéroport, mais globalement, ils ont débarqué. Donc, moi, je crois vraiment en Gandalf et j'aimerais bien que la série développe ce Gandalf-là qui rencontre un jeune Saruman et on voit leur relation au début puisque Gandalf a toujours considéré Saruman comme son chef, donc jusqu'à ce que ça parte en couille. Donc, non. Il a été désigné chef, c'est surtout voilà. ça. Mais le truc, c'est que moi, je trouve que ce serait un très bon cliffhanger de saison. Si on pense que c'est Gandalf, tout nous fait penser que c'est Gandalf et en fait c'est Saruman. Ça, c'est pas mal. Mais on verra. Je pense qu'on n'en sait pas assez. Effectivement, comme je disais, il y a des théories droite et gauche, mais le plus logique serait que ce soit Gandalf. Mais ouais. En tout cas, un personnage qui c'est pas mal parce qu'il fait avancer un peu les Pieds Velus qui sinon n'auraient rien du tout pour eux. L'histoire du père de Nori qui se fait déboîter le pied, c'est pas très solide. Il y a un truc que j'ai oublié de citer dans les décors et dans les costumes. Je trouve que le casque barbe des nains de Khazad-dûm, c'est impressionnant. Vraiment, les gardes avec leurs casques qui recouvrent leur barbe. Moi, j'ai été assez sidéré par... on le voit là à l'écran. Vraiment sidéré par le travail là-dessus. C'est bluffant et voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait beaucoup repenser à ces discussions Twitter où les gens disaient non, mais l'intrigue se met doucement en place, la série commence mollement, etc. Elle commence pas mollement du tout. Dans les 2 premiers épisodes, on a eu une scène de malade avec la bataille contre Morgoth, on a eu la scène avec le ver des mers, on a un étalage incroyable de décors, un étalage incroyable de costumes. Le fait de circuler sur la carte, c'est extrêmement bien fait aussi. La série, on en voit plein la tronche. Donc le problème et pour moi, je trouve que l'intrigue est bien mise en place. Donc pour moi, le problème global de la série pour l'instant, c'est pas le fait qu'elle prenne son temps pour se mettre en place. Pour moi, c'est pas vrai. Elle ne prend pas plus de temps qu'une autre série. C'est pas que elle en voit pas assez, etc. C'est peut-être qu'elle est trop lisse, qu'elle est mais bon, voilà, on revient sur le problème. On verra ce que la suite va nous proposer. J'ai hâte de voir ça et peut-être même que ce générique, au final, deviendra une musique sur laquelle je ne pourrai dire mot négatif plus tard. Par contre, il y a un truc que j'aimerais vraiment sur The Rings of Power et vraiment, j'ai été assez sidéré. C'est que les gens sont incapables d'en parler sans se taper à coups de pelle, quoi. Amazon a fermé les commentaires sur je ne sais plus quel endroit pour empêcher les gens de défoncer la série avec des propos particulièrement haineux. Moi, j'ai juste mis mon ressenti avec des réserves sur les 2 premiers épisodes, mais aussi sur la suite, parce que c'est vrai qu'une série qui m'a un peu fait décrocher au début, généralement, a du mal à me rattraper. Mais il y a des séries qui ne m'ont pas plu tout de suite et qui ont été extraordinaires. L'exemple le plus criant, c'est quand même Breaking Bad. Les pros The Rings of Power, les pros Tolkien sont extrêmement véhéments, je trouve, et c'était dommage parce que du coup, au lieu d'avoir le savoir, c'est ce que je disais à un mec, au lieu d'avoir le savoir et de l'expliquer calmement, par exemple, il m'a parlé du générique. Ce qu'il a dit était vachement intéressant. Mais il termine son tweet en balançant
l'équivalent de toi, t'es qu'une petite merde. Du coup, c'est vrai que la communication fait que ça aide pas trop. Alors que ceux qui savent des choses tu parlais de puristes qui vont avoir des clins d'œil, qui vont comprendre, d'autres qui se pensent puristes mais qui n'ont pas lu, par exemple, les correspondances de Tolkien, ne vont pas comprendre, etc. Enfin, il faut qu'on puisse parler de cette série sans que ça finisse en coup de pelle, quoi. C'est absolument dommage. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'en ce week-end de sortie de la série, j'ai vu assez peu d'avis finalement sur The Rings of Power sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet brûlant auquel il n'y a pas énormément de monde qui a envie de se frotter, alors que des avis sur House of the Dragon qui est diffusé en ce moment, ça fuse, sur She-Hulk aussi, alors que il faut quand même reconnaître que c'est un immense événement, 2, c'est une série avec une qualité de production incroyable, et qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à partager. Mais ça peut être adapté d'un univers... Pardon, j'ai explosé mon clavier. Ça peut être adapté d'un univers aussi extraordinaire que celui de Tolkien. Ça peut être fait avec la meilleure des intentions du monde, parce que ça, pour le coup, je le reconnais, et tu le reconnais, tu l'as dit, tu l'as bien expliqué. Ça peut être aussi quelque chose d'adapté avec énormément d'argent qui veut nous impressionner. Ça n'empêche pas que ça ne veut pas dire pour autant que c'est parfait. Eh ben, une vidéo... Alors, ceux qui ont vu à quel point que la luminosité a changé autour de moi ont compris que cette vidéo a pris presque une journée à être enregistrée, puisqu'il a fallu aller dans les correspondances de Tolkien pour vérifier chaque point que cette vidéo soit indiscutable et incritiquable. Et juste aussi parce qu'on a commencé à enregistrer au moment où le soleil se couchait. C'est une autre manière de faire évoluer le temps rapidement. Dans tous les cas, une série, j'ai hyper hâte. En vrai, donc j'ai regardé la série vendredi soir. J'ai terminé samedi matin. Samedi soir, j'avais envie de revoir les épisodes. J'ai hyper hâte de regarder le prochain. Donc attention. Il y a certes du positif et du négatif dans ce qu'on dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai vraiment, vraiment super hâte de regarder la suite. Je suis juste extrêmement curieux de ce qu'ils vont faire. Le seul truc, c'est que voilà, il faut vivre avec le fait que c'est la Terre 857, c'est une Terre alternative, Terre du milieu alternative à ce que Tolkien a fait, mais ça reste une série qui propose des choses d'un niveau qu'on n'a pas eu l'habitude de voir, je parle en termes de production, qualité de production. Et c'est assez marrant parce que depuis le début, on n'a jamais dit le mot... Enfin, Karl a évoqué juste une fois Game of Thrones. Et là, l'épisode 2 de House of the Dragons, il y a 1000 fois moins de c'est hyper quali en production, mais on sent qu'il y a 1000 fois moins de budget, enfin moins de budget. Et pourtant, les personnages, par leur charisme, font que j'étais plus accroché à l'épisode. Là où le Seigneur des Anneaux, en fait... c'est le Graal, on est dans l'univers absolu de l'Heroic Fantasy, mais avec des personnages qui sont moins attachants. Et il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. Un bon épisode, une petite piste, un truc. Les personnages sont trop clean. Ils ont une histoire, des qualités, des défauts. Paf, ils en démordent pas. On a l'impression qu'ils vont être immuables. Donc, en tout cas, vraiment hyper hâte. Et sur une note plus personnelle, parce que c'est la reprise, c'est la rentrée, le volume du travail a augmenté pour Carré pour moi. Du coup, on essaye des nouvelles manières de faire des lives. Là, vous voyez que c'est depuis la Big B Mansions avec un nouveau système de réalisation. Il y aura peut-être des petits couacs à droite à gauche et tout. J'espère que c'était agréable pour vous à regarder ces 8 heures de vidéo critique de Lord of the Ring. Et je laisse à Kerr les mots de la fin, et notamment le remerciement à tous nos tipeurs qui ont permis qu'on ait le matériel de faire le record d'aujourd'hui. Vas-y mon cher Kerr. Merci, voilà, comme tu le disais, merci aux tipeurs, merci à ceux qui vont mettre des commentaires, merci à ceux qui vont s'abonner, mettre un petit pouce vers le haut. On reviendra bien évidemment sur The Rings of Power. Il y a d'autres choses sur la chaîne qui vous attendent. Bien évidemment, House of the Dragon, on finira bien par parler de She-Hulk, il y a les news, enfin bref, si vous ne nous connaissez pas et que vous découvrez Cut & Click, n'hésitez pas à vous abonner, vous y serez fort bien. Voilà, et puis on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao!